Un motin de Naples ridé de 65 kilos, venu d'un studio exigu du Bronx. C'est la dernière chose que l'on s'attendrait à voir mettre à genoux la plus puissante famille du crime de New York. Will Dunn avait 27 ans, était complètement fauché, avec 3 mois de loyer en retard. Chaque nuit, elle frottait des sols en marbre à 4 pattes dans un manoir qu'elle n'avait même pas le droit de regarder. Ce chien était tout ce qu'elle avait. Brutus, âgé de 8 ans, était le dernier cadeau de son père avant qu'un chantier de construction ne le lui prenne pour de bon. Chaque après-midi, à la même heure, sur le même trajet, Brutus trottait seul jusqu'à Riverside Park. Et chaque après-midi, il y trouvait une femme de 72 ans, assise sur le même banc, parlant à personne. Elle le lui grattait derrière les oreilles et disait « Tu es plus laid que moi, Etty, et ce n'est pas peu dire. » Ce que Brutus ne savait pas, c'est que le nom de famille de cette femme pouvait faire tuer des gens. Ce que cette femme ne savait pas, c'est que la jeune fille propriétaire de ce chien était à genoux chaque nuit, à l'intérieur de la maison de son propre fils. Ils ont marché ensemble pendant des semaines. Personne ne les regardait, personne ne s'en souciait jusqu'à cet après-midi. Le cœur de la vieille femme s'est arrêté sur ce banc, et un chien qui ne pouvait pas appeler les secours est devenu la seule chose entre elle et la mort. Ce qui s'est passé ensuite est mis un homme impitoyable à genoux, et sorti une jeune fille brisée de l'ombre, et a prouvé que parfois, la créature la plus laide d'une pièce porte le plus grand cœur. Si cette histoire vous touche, explosez ce bouton. J'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour ne rien manquer. Maintenant, retournons à cet après-midi tranquille à Riverside Park, où rien de tout cela n'était censé se produire. Cet après-midi-là, Riverside Park était si beau que c'en était presque coupable. La lumière du soleil d'octobre filtrait à travers les arbres bordant la rivière Hudson, peignant les feuilles changeant en or. La brise qui montait de l'eau était juste assez douce pour agiter les cheveux argentés de Dorothy Valente, alors qu'elle marchait lentement sur le sentier familier. À ses côtés, Brutus maintenait le rythme. Sa grosse tête ridée était au niveau de sa hanche. De temps en temps, il levait son regard vers elle avant de se tourner à nouveau vers l'avant, comme s'il surveillait la route pour elle. Ces deux créatures avaient trouvé leur propre rythme, le genre de rythme qui se forme après de nombreuses semaines à marcher ensemble, à s'arrêter ensemble, à s'asseoir ensemble. Dorothy n'avait pas besoin de laisse, elle n'avait pas besoin de l'appeler. Quand elle marchait, il marchait. Quand elle s'arrêtait, il s'arrêtait. C'était aussi simple que ça. Cet après-midi-là, elle parlait plus que d'habitude. Peut-être parce que le temps était magnifique. Peut-être parce qu'elle venait de se souvenir d'un autre après-midi, 40 ans plus tôt, à Brooklyn, quand elle était encore jeune et que son mari était encore en vie. Elle a parlé de lui à Brutus, de la façon dont il se tenait dans la cuisine chaque dimanche, les mains couvertes de farine, de la sueur sur le front, essayant de faire des cannolis avec la recette que sa mère avait apportée de Sicile. Il n'a jamais réussi à obtenir le goût exact. Chaque fois, la coque était un peu trop foncée et la garniture était soit trop sucrée, soit trop fade. Mais il a continué à en faire chaque semaine pendant 30 ans, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se tenir debout. Dorothy a ri doucement en racontant l'histoire. Ses yeux étaient fixés sur la rivière, même si en vérité, elle regardait quelque part très loin. Brutus ne comprenait pas un seul mot de ce qu'elle disait, mais il écoutait. Il écoutait toujours. Une de ses oreilles tombait légèrement vers elle, et ses pas ralentissaient quand sa voix ralentissait, comme s'il suivait le rythme de l'histoire plutôt que le rythme de ses pieds. Ils ont atteint le banc de pierre familier, au tournant près de la petite jetée. Dorothy s'est assise et a laissé échapper un léger soupir, puis a tapoté sa cuisse pour signaler à Brutus de s'asseoir à côté d'elle. Il s'est assis lourdement, chaudement, pressé contre elle. Elle a posé sa main sur sa tête, ses doigts frottant doucement entre les plisses de sa peau. Le vent de la rivière transportait l'odeur de l'eau et des feuilles en décomposition. Un kayak dérivait silencieusement au loin. Deux joggers sont passés avec des écouteurs sur les oreilles, ne regardant personne. Le monde continuait de tourner sans qu'une âme ne remarque la vieille femme et le chien sur le banc. Puis Dorothy a cessé de parler au milieu d'une phrase. Sa main sur la tête de Brutus a cessé de bouger. Pas soudainement, pas de façon spectaculaire. Elle s'est simplement arrêtée, comme un morceau de musique perdant sa note finale. Sa respiration a changé, plus lourde, plus rapide, irrégulière. Elle a inspiré,
mais ce n'était pas assez. Elle a expiré, mais ne pouvait pas vider ses poumons. Sa poitrine s'est resserrée et la douleur s'est propagée du centre de son sternum le long de son bras gauche, brûlant comme si quelqu'un pressait un poing fermé dans sa poitrine de l'intérieur. Dorothy connaissait cette sensation. Elle vivait avec un cœur affaibli depuis plus de 10 ans. Elle portait une fiole de nitroglycérine dans sa poche tous les jours, comme les gens portent leur clé de maison. Sa main droite s'est agrippée à sa poitrine, tandis que sa gauche tremblait en cherchant dans les poches de son manteau. Poche gauche, rien. Poche droite, rien. Poche intérieure, rien. Puis elle s'est souvenue. Ce matin-là, elle avait changé de manteau parce que le temps était plus chaud que prévu. La fiole de médicaments était toujours sur la table de chevet dans le manoir de l'Upper West Side, à plus d'une quarantaine de pâtés de maison de là. Ses yeux se sont agrandis. Pas les yeux écarquillés de quelqu'un de surpris, mais les yeux écarquillés de quelqu'un qui sait que le temps passe. Son dos s'est incliné contre le banc, ses épaules reposant sur son support dur. Sa tête est tombée légèrement sur le côté, ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Autour d'elle, le parc restait paisible, avec une sorte de calme impitoyable. Personne n'a regardé, personne ne s'est arrêté. Il n'y avait que Brutus. Brutus l'a senti avant de le comprendre. La main de Dorothy a glissé de sa tête et est tombée sur le banc de pierre, comme quelque chose qui avait soudainement perdu tout son poids. L'odeur a changé. Sa respiration n'était plus régulière, mais se brisait en halètements courts, vifs et dispersés. Il s'est levé d'un coup et s'est tourné pour la regarder, son museau pressant doucement son bras. Aucune réponse. Il a poussé à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien. Dorothy gisait affalée sur le côté du banc, les yeux mi-clos, les lèvres vidées de leur couleur, les doigts crispés sur sa poitrine. Brutus s'est figé pendant une seconde exactement. Une seule seconde pendant laquelle tout son corps s'est tendu, ses oreilles se sont dressées, ses narines se sont dilatées et ses yeux ont balayé le sentier vide. Personne. Pas une seule personne assez proche pour entendre, pour voir, pour aider. Alors il a couru. 65 kilos de muscles se sont élancés du banc comme une balle grise. Ses griffes ont raclé le béton. Chaque foulée atterrissait lourdement, bruyamment, résonnant à travers la ligne silencieuse d'arbres. Il ne courait pas à l'aveuglette. Il courait vers la rue, à la lisière ouest du parc, là où les maisons en grès brun se dressaient près de la clôture. Là où, chaque après-midi, lors de ses promenades avec Dorothy, il y avait toujours des brises de et de portes, de vie. Il avait besoin d'un être humain, n'importe qui. Il a atteint la première maison en briques près du coin de Riverside Drive. La porte en bois sombre était fermée à double tour. Brutus s'est arrêté sur les marches, a inspiré profondément et a aboyé. Ce n'était pas un aboiement ordinaire. Cet aboiement était strident, fort, incessant, comme une sirène d'alarme coincée et incapable de s'arrêter. Chaque aboiement expulsait tout l'air de sa poitrine. Puis il reprenait son souffle et aboyait à nouveau, sans pause, sans repos, refusant de s'arrêter. À l'intérieur de la maison, Helen Brady était dans la cuisine, faisant la vaisselle après un déjeuner tardif. Elle avait 68 ans et vivait seule depuis la mort de son mari l'année précédente. Son habitude de l'après-midi était toujours de faire du thé et de regarder les nouvelles. Les aboiements ont tout brisé. Ce n'était pas l'aboiement négligent du chien d'un voisin qui durait un instant et s'estompait. C'était violent, désespéré, le genre de son qui faisait savoir à quiconque l'entendait que quelque chose n'allait pas. Helen a posé le plat, s'est essuyé les mains sur une serviette et est entrée dans le couloir. À travers le panneau de verre de la porte, elle l'a vu. Un chien gigantesque, à la tête énorme, au visage ridé, debout juste devant sa maison, aboyant comme si sa vie en dépendait. Helen a ouvert la porte, et son premier instinct a été de crier et de reculer, car l'animal était plus grand que n'importe quel chien qu'elle n'avait jamais vu. Mais Brutus ne s'est pas précipité à l'intérieur. Il a cessé d'aboyer un instant lorsque la porte s'est ouverte, a regardé droit dans les yeux d'Helen, puis s'est retourné et s'est éloigné de quelques pas. Il s'est arrêté, l'a regardé, a aboyé, a couru quelques pas de plus, s'est arrêté, s'est retourné, a aboyé encore et encore. Clair, patient, urgent, comme s'il parlait dans la seule langue qu'il connaissait, disant « Suivez-moi, tout de suite. Il n'y a plus de temps à perdre.
Helen n'a pas tout compris, mais elle a compris suffisamment. Elle a attrapé son téléphone sur la table près de la porte, est sortie et a suivi le chien. Il l'a mené rapidement, puis plus vite, puis presque en courant. Et Helen, à 68 ans, a dû lutter pour suivre tout en composant le numéro des secours avec des mains tremblantes et une respiration rapide et saccadée. L'appel a abouti. Elle a balbutié au répartiteur, pas clairement, parvenant à peine à dire qu'une femme âgée s'était effondrée à Riverside Park. Le chien m'a mené à elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Brutus ne s'est pas arrêté. Il a guidé Helen à travers la porte du parc, le long du sentier, a tourné à droite au virage près de la petite jetée et l'a amenée à ce même banc de pierre. Dorothy était toujours là, penchée sur le côté, immobile. Une de ses mains était tombée du banc, ses doigts touchant le sol. Brutus a couru droit vers elle, s'est couché près d'elle, a pressé son museau contre sa main pendante, et pour la première fois depuis qu'il avait commencé à courir, il est devenu silencieux. Au centre de répartition des secours de l'ouest de Manhattan, Connie Wells commençait son 3e service d'après-midi consécutif de la semaine. Elle avait 50 ans, dont 22 passés assises devant un écran à prendre des appels, et elle avait tout entendu, des braquages de banques au chat coincés dans les arbres. Mais l'appel qui est arrivé à 4h17 cet après-midi-là était différent. À l'autre bout du fil, il y avait la voix d'une femme plus âgée, essoufflée, butant sur ses mots, parlant clairement tout en courant. « Bonjour, service d'urgence. Comment puis-je vous aider? » a dit Connie en suivant la procédure à la lettre, sa voix calme et professionnelle. Mais ce que Helen Brady a dit l'a fait se pencher plus près du microphone. Il y a une femme âgée à terre à Riverside Park, près du virage de la petite jetée. Je pense qu'elle fait une sorte de crise. Je ne sais pas. Un chien m'a amené ici. Je ne sais pas qui elle est. Elle ne réagit pas. Connie a de nouveau demandé l'emplacement exact, l'état de la patiente, si elle respirait, si elle était consciente. Helen a répondu par bribes. Oui, elle respirait, mais très faiblement. Ses yeux étaient mi-clos. Elle ne pouvait pas parler. Connie a tapé les informations dans ce système, a dépêché une ambulance de la station la plus proche et en même temps a envoyé une alerte aux unités de patrouille du secteur. À 4 pâtés de maison de Riverside Park, la voiture de patrouille 73 était garée sur le trottoir. À l'intérieur, l'agente Janin Price était assise au volant, examinant la pile de rapports de la veille qu'elle n'avait toujours pas touchée. L'agent Ray Novak était assis sur le siège passager, tenant une tasse de café froid, un pied appuyé contre le tableau de bord. « Je te jure que la paperasse d'hier est toujours empilée exactement de la même manière, » a dit Price sans lever les yeux. Novak a pris une gorgée de café et a grimacé devant sa froideur éventée. « Ne m'en parle pas. Je n'ai même pas commencé mon rapport. » La radio a crépité. La voix du répartiteur est arrivée, claire et sèche. Femme, environ 70 ans, suspicion d'événements cardiaques, Riverside Park, zone de la jetée sud, ambulance en route. Price a éteint la radio, a jeté la paperasse sur la banquette arrière et a démarré le moteur. Novak a versé le café dans une tasse de voyage sans même avoir le temps de fermer le couvercle. La voiture de patrouille s'est éloignée du trottoir, gyrophare allumé, sans sirène pour l'instant car le parc n'était qu'à quelques minutes. Ils sont arrivés avant l'ambulance. Price a arrêté la voiture près de l'entrée ouest et les 2 agents ont couru dans le parc le long du sentier. Novak l'a vu en premier et a pointé du doigt le virage. Là, sur le banc de pierre, Dorothy gisait sur le côté, presque inchangée depuis qu'Helen l'avait trouvée. Sauf que maintenant, Helen était agenouillée à côté d'elle, une main soutenant l'épaule de la vieille femme, tandis que l'autre tenait toujours son téléphone en haut-parleur avec le répartiteur. Et Brutus était couché de l'autre côté, près du banc, son museau pressé contre la main de Dorothy, les yeux ouverts, les oreilles basses, parfaitement immobile, comme une statue de garde faite de chair et d'os. Price s'est agenouillé à côté de Dorothy, a vérifié son pouls au cou, a vérifié ses pupilles. Faible, mais toujours là. « Madame, tout va bien. Restez immobile. Laissez-moi vous examiner. » Price a parlé à Dorothy O'Main, même si elle n'était pas sûre que la femme puisse l'entendre, parlant tout en évaluant sa respiration et en la tournant soigneusement sur le dos dans la bonne position. Novak a demandé à Helen ce qui s'était passé. Helen l'a raconté rapidement et maladroitement, dans le désordre. L'aboiement, le chien qui l'a guidé, comment elle l'avait simplement suivi sans savoir pourquoi.
Novak a baissé les yeux sur Brutus. Le chien n'a pas bougé, n'a pas aboyé, n'a pas grogné. Il est juste resté là, son museau toujours pressé contre la main de Dorothy, sa queue immobile. Il vous a amené ici? A demandé Novak, sa voix prise entre la croyance et le doute. Il a aboyé à ma porte d'entrée et n'a pas voulu s'arrêter, a dit Helen, les yeux encore écarquillés par le choc. Puis il n'arrêtait pas de me regarder, de courir devant et de revenir jusqu'à ce que je le suive. Je ne comprends pas comment. Le hurlement de la sirène de l'ambulance a percé l'air. Le véhicule s'est arrêté devant l'entrée et 2 ambulanciers sont entrés en courant avec un brancard et des sacs médicaux. Ils ont travaillé vite et professionnellement, vérifiant la tension artérielle, attachant un moniteur cardiaque portable, posant une perfusion sur place. Dorothy a été soulevée sur le brancard, la tête légèrement relevée, une couverture tirée jusqu'à sa poitrine. Quand le brancard a commencé à bouger, Brutus s'est levé. C'était la première fois qu'il bougeait depuis l'arrivée de Helen. Il a suivi le brancard, de près et à un rythme régulier, calquant ses pas sur les roues qui tournaient. Son museau était levé vers la main de Dorothy, maintenant caché sous la couverture. Le brancard a atteint l'ambulance. Les portes arrière se sont ouvertes. Le brancard a été poussé à l'intérieur. Un ambulancier a regardé Brutus, puis Price, et a secoué la tête. Il ne pouvait pas autoriser un chien dans l'ambulance. Price s'est avancé, prêt à retenir Brutus, mais le chien n'a eu besoin de personne pour le retenir. Il s'est arrêté au bord des portes ouvertes et a regardé à l'intérieur, vers Dorothy qui y était allongée. Ses yeux ne l'ont pas quitté une seule seconde. Les portes se sont fermées, les gyrophares ont clignoté, la sirène a retenti. L'ambulance a avancé, prenant de la vitesse, a quitté le parc, s'est inséré dans le trafic de Riverside Drive et a disparu. Brutus est resté au milieu de la route étroite du parc et l'a regardé partir jusqu'à ce que la sirène ne soit plus qu'un écho dans le lointain. Puis il a levé la tête, a pointé son museau vers le ciel et a hurlé. Un hurlement long, bas, rauque, qui a traversé le silence vide de Riverside Park en fin d'après-midi. Ce n'était pas un aboiement. Ce n'était pas un grognement. C'était le hurlement d'un chien qui ne savait pas si la vieille femme qu'il aimait était encore en vie. L'ambulance a atteint le service des urgences de l'hôpital Mount Sinai en moins de 12 minutes. Dorothy a été transportée d'urgence à travers les portes doubles jusqu'à la salle de réanimation, où le médecin de garde attendait déjà après avoir reçu le rapport de l'équipe en chemin. Pendant que l'équipe médicale travaillait pour stabiliser son rythme cardiaque, attacher des moniteurs et commencer un traitement anticoagulant, une infirmière nommée Gretchen Malaloy a suivi la même procédure qu'elle effectuait chaque jour avec les patients inconscients ou incapables de fournir des informations. Vérifier les effets personnels pour établir l'identité. Il y avait un manteau en cachemire de couleur crème, léger, cher, le genre de manteau que personne n'achète dans un magasin ordinaire. Dans la poche droite se trouvait un petit portefeuille en cuir, fin, sans marque, mais fait d'un cuir que toute personne ayant l'œil pour la qualité reconnaîtrait immédiatement. Gretchen a ouvert le portefeuille et a sorti un permis de conduire de l'État de New York. Nom: Dorothy Valente. Adresse: Central Park West. Année de naissance: 1954. Gretchen a lu le nom sans montrer de réaction particulière, car pour une infirmière, ce n'était qu'un nom. Elle l'a entré dans le dossier d'admission, l'a enregistré dans le système, et l'information a été automatiquement partagée avec le service administratif de l'hôpital. Mais lorsque l'agent Price a reçu l'identité de la patiente par radio de l'hôpital 20 minutes plus tard, la réaction a été entièrement différente. Elle se tenait dans le parking à côté du parc, rédigeant son rapport préliminaire, quand elle a entendu le nom Valente. Sa main a cessé de bouger. Price n'était pas le genre de flic à être facilement secoué. 8 ans de patrouille à Manhattan l'en avaient guéri. Mais le nom Valente était différent. Pas parce qu'il apparaissait dans les dossiers criminels, car sur le papier, la famille Valente était plus clean que la plupart des familles riches de l'Upper East Side. C'était parce que chaque policier de cette ville, des agents de patrouille au capitaine, savait que ce nom marquait une ligne que personne ne voulait franchir. Tristan Valente, le fils unique de Dorothy, était sur le papier le PDG de Valent Holdings, une société immobilière qui possédait plus de 30 immeubles commerciaux à travers Manhattan, Brooklyn et le Queens. Officieusement, tout le monde savait et personne ne disait un mot.
Price a regardé Novak. Novak l'a regardé en retour. Aucun d'eux n'a eu besoin de parler. Ils ont tous les deux compris. Price a appelé le lieutenant en charge de la zone du commissariat et a signalé l'identité de la patiente. À l'autre bout de la ligne, il y a eu un silence de 3 secondes avant qu'il ne demande à nouveau. « Quel nom venez-vous de dire? » Price l'a répété. 3 autres secondes de silence ont suivi. Puis le lieutenant a seulement dit ceci. « Préservez la scène. Ne dites rien à la presse si elle se présente. Rédigez le rapport et envoyez-le moi directement, sans passer par personne d'autre. » L'appel s'est terminé. Au cours de l'heure suivante, la réaction en chaîne s'est déplacée silencieusement mais rapidement, comme des dominos qui tombent. Le lieutenant a appelé le capitaine. Le capitaine a appelé le chef adjoint responsable du district. Le chef adjoint n'a appelé personne, mais s'est rendu directement à Mount Sinai, est entré dans l'administration et a demandé que toutes les informations concernant la patiente Dorothy Valente soient traitées avec le plus haut niveau de confidentialité. L'hôpital n'a pas demandé pourquoi. À l'étage de la réanimation, 2 gardes de sécurité ont été affectés pour se tenir devant la chambre de Dorothy sans que personne ne l'ait explicitement demandé. Gretchen Malaloy, l'infirmière de tout à l'heure, a été prise à part par sa superviseure et on lui a dit de ne partager aucune information sur la patiente de la chambre 7 avec quiconque en dehors de l'équipe de traitement direct. Gretchen a hoché la tête et à ce moment-là, elle commençait à comprendre le poids que portait le nom qu'elle avait entré sur ce dossier. Et la question a commencé à se répandre en silence, de la police à l'hôpital, jusqu'aux responsables de la ville. Personne ne l'a posée à voix haute, mais tout le monde y pensait. Pourquoi la mère de Tristan Valente était-elle seule sur un banc de parc, sans garde du corps, sans chauffeur, sans personne du tout, un jeudi après-midi ordinaire? Qui avait permis que cela se produise? Et plus important encore, quand Tristan Valente l'apprendrait, que se passerait-il ensuite? L'appel est arrivé sur le téléphone de Tristan Valente à 5h11 de l'après-midi. Il était assis dans son bureau au 2e étage du manoir de l'Upper West Side, sa veste de costume grise drapée sur le dossier de la chaise, les manches de sa chemise blanche retroussées. 3 dossiers immobiliers étaient ouverts devant lui et un verre de whisky intact à côté. Frank Barron se tenait en face de lui, faisant un rapport sur la situation dans le territoire du sud de Manhattan lorsque le téléphone de Tristan a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. Le numéro n'était pas enregistré dans ses contacts, mais il a reconnu l'indicatif régional de l'hôpital. Il a répondu. La personne à l'autre bout du fil a parlé. Tristan, non. Pas un mot, pas un changement dans sa respiration. L'appel a duré 47 secondes. Il a reposé le téléphone sur le bureau, doucement, avec précision, le plaçant soigneusement à côté du verre de whisky, comme s'il faisait partie d'un rituel. Puis il est resté là, silencieux. Frank était avec Tristan depuis assez longtemps, 15 ans, depuis que Tristan était un jeune de 22 ans qui venait de reprendre l'empire de son père pour savoir lire son silence. Il y avait un type de silence qui signifiait qu'il réfléchissait, un type qui signifiait qu'il se contenait, un type qui signifiait qu'il avait déjà décidé et que quelqu'un allait passer une très mauvaise journée. Mais ce silence était différent. Frank n'avait jamais vu ce genre de silence auparavant. Les yeux de Tristan n'étaient pas froids. Ils étaient vides. Pas de colère, pas de choc. C'était quelque chose de plus profond que la colère. Cet endroit creux où la rage n'avait pas encore eu le temps de remplir l'espace parce que la peur était arrivée en premier. « Patron », a dit Frank doucement. Tristan s'est levé. Il n'a pas répondu. Il a pris la veste du dossier de la chaise, l'a enfilée, a boutonné un bouton et s'est dirigé vers la porte. Il n'a pas dit où il allait. Il n'en avait pas besoin. Frank a suivi, un demi-pas derrière et à gauche, exactement là où il avait marché pendant les 15 dernières années. La voiture de Tristan a quitté le manoir 7 minutes après l'appel. Une berline noire, sans plaque spéciale, sans cortège, juste Tristan au volant et Frank sur le siège passager. Il conduisait vite mais pas imprudemment. Ses yeux étaient fixés devant lui. Ses mains sur le volant étaient exactement à 10h et 2h, ni serrées, ni lâches. Frank n'a rien demandé d'autre. Il savait quand parler et quand le silence était la seule chose juste qui restait. À ce moment-là, l'atmosphère à Mount Sinai avait déjà changé depuis que l'identité de la patiente de la chambre 7 était parvenue à la bonne personne.
Lorsque Tristan a franchi les portes principales de l'aile des soins intensifs, le couloir était plus silencieux que d'habitude. Non pas parce qu'il y avait moins de monde, mais parce que les gens l'évitaient. Deux gardes de sécurité se tenaient devant la chambre de Dorothy. L'un d'eux a commencé à demander une pièce d'identité, mais l'autre lui a attrapé le bras et a fait le plus petit signe de tête négatif. Ils se sont écartés. Tristan a poussé la porte, est entré et s'est arrêté. Dorothy était allongée dans le lit, une ligne de perfusion scotchée au dos de sa main droite, le moniteur cardiaque clignotant à la tête du lit, le masque à oxygène couvrant la moitié de son visage. Elle semblait plus petite que dans son souvenir. Chaque fois qu'il voyait sa mère, il avait cette impression qu'elle rapetissait, tandis que le monde autour d'elle ne cessait de grandir. Il a tiré une chaise près du lit, s'est assis, puis a fait quelque chose que personne dans son organisation n'avait jamais vu et ne serait jamais autorisé à voir. Il s'est penché en avant, a pris la main de sa mère avec précaution dans les siennes, en évitant la perfusion et a posé son front contre elle. Il n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Plusieurs minutes se sont écoulées au rythme régulier du bip du moniteur. Puis Dorothy a ouvert les yeux, lentement, lourdement, mais ils étaient ouverts. Elle a baissé les yeux sur le sommet de la chevelure noire et courte de son fils, et sa voix est sortie, rauque à travers le masque à oxygène. Mais elle portait toujours la vivacité que 72 ans de vie n'avaient pas réussi à user. Efface cette expression de ton visage. Je ne suis pas encore morte. Tristan a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Il ne pleurait pas. Peut-être ne savait-il plus comment faire. Mais la rougeur de ses yeux ne pouvait être cachée à personne. « Dis-moi ce qui t'est arrivé », a-t-il dit, sa voix calme mais plus lente que d'habitude, comme s'il contrôlait chaque mot pour qu'il ne tremble pas. Dorothy lui a parlé de l'après-midi dans le parc, du banc de pierre, de la douleur qui l'avait frappé d'un coup, de la fiole de médicaments laissée à la maison. Puis elle lui a parlé du chien. Il était énorme, a-t-elle dit, ses yeux s'illuminant même si sa voix était encore faible. Un visage ridé, laide comme un péché. Mais il est resté à mes côtés chaque après-midi pendant des semaines. Je ne sais pas à qui il appartient. Je sais seulement qu'il écoutait quand je racontais des histoires. Et il n'est jamais parti. Elle a fait une pause pour respirer, puis a continué. Quand je me suis effondré, il n'a pas fui. Il a couru chercher de l'aide. Puis il est revenu et s'est couché à côté de moi. Il ne m'a pas quitté jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Tristan m'a écouté. Il n'a pas interrompu, n'a pas posé de questions, n'a pas commenté. Il a écouté comme les gens écoutent, lorsque chaque détail est stocké quelque part au fond de l'esprit. Un endroit où l'information n'est pas seulement mémorisée, mais placée sur une liste de choses qui seront suivies d'actes. Tristan a quitté la chambre d'hôpital de sa mère près d'une heure plus tard. Lorsqu'il est sorti dans le couloir, il s'est arrêté là, les yeux baissés sur le carrelage poli du sol sans vraiment le voir. Frank attendait dehors, adossé au mur d'en face, les bras croisés sur la poitrine. Il savait que Frank attendait des ordres. Il savait que Frank attendrait aussi longtemps que nécessaire sans poser une seule question. C'est pourquoi Frank Barone était toujours en vie après 15 ans à ses côtés, alors que beaucoup d'autres ne l'étaient plus. Tristan a parlé d'une voix basse et égale, sans lever les yeux. « Trouve le chien, découvre à qui il appartient. » Il a fait une pause d'un instant et découvre pourquoi ma mère n'avait personne avec elle. Frank a hoché la tête sans demander de clarification, sans rien écrire, hochant simplement la tête une fois avant de s'éloigner. 15 ans de travail pour Tristan lui avaient appris que lorsque le patron prononçait 3 phrases d'affilée, les 3 comptaient autant, et la dernière était généralement celle pour laquelle quelqu'un paierait. Frank a commencé par les images de sécurité. Riverside Park relevait du système du département des parcs de la ville, et il n'y avait pas beaucoup de caméras, mais il y en avait quelques-unes, surtout aux entrées principales et autour de la zone de la jetée. Frank n'avait pas besoin d'un accès officiel car la famille Valente avait des gens partout. Pas à la manière des films où les hommes sont placés comme des pièces d'échecs, mais de la manière qu'au fil des ans, à travers de nombreuses faveurs et de nombreuses dettes jamais écrites sur papier, il y avait toujours quelqu'un prêt à aider quand on le demandait de la bonne manière. En 6 heures, Frank avait les images de 3 caméras différentes. La caméra de l'entrée ouest a capturé Brutus sortant du parc en courant à 4h12 de l'après-midi.
65 kilos de muscles chargeant sur le trottoir comme une masse grise en mouvement. La caméra au coin de Riverside Drive et de la 95e rue l'a surpris s'arrêtant devant la maison en grès brun, aboyant, puis ramenant Helen Brady dans le parc. La caméra de l'entrée sud a montré Brutus marchant à côté du brancard de l'ambulance, puis s'arrêtant lorsque le véhicule s'est éloigné. Mais Frank avait besoin de savoir où le chien était allé après ça. Il a élargi la recherche pour inclure les caméras de circulation et les images de sécurité privée des immeubles le long de Riverside Drive. Il a fallu 4 heures de plus pour assembler un clip après l'autre, un angle après l'autre, traçant le chemin du chien vers le nord depuis le parc, traversant le pont jusqu'au Bronx le long de Grand Concourse, tournant dans une ruelle étroite et s'arrêtant à la porte d'un vieil immeuble de 4 étages sur Morris Avenue. Brutus s'est assis devant l'immeuble et a attendu. Puis quelqu'un a ouvert la porte de l'intérieur et il a disparu dans le bâtiment. Frank a envoyé des gens vérifier l'adresse. 3e étage, appartement 37, bail au nom de Will Dunn. 27 ans, 3 mois de loyer en retard, pas de casier judiciaire, pas d'arrestation. Frank a arrêté de lire là, car le nom de Will Dunn correspondait à un nom sur la liste du personnel que la société de nettoyage industriel envoyait chaque mois au bureau de gestion de la propriété Valente. Il a vérifié à nouveau. C'était exact. Will Dunn, équipe de nettoyage de nuit, manoir de l'Upper West Side, 3 quarts de travail par semaine de 11 heures du soir à 4 heures du matin. Elle avait nettoyé les sols de la maison de Tristan Valente chaque nuit sans savoir à qui appartenait la maison. Et son chien avait sauvé la vie de sa mère chaque après-midi sans qu'elle le sache non plus. Frank a fait son rapport à Tristan au manoir le soir suivant. Tristan était assis dans son bureau, la lampe de bureau étant la seule source de lumière. Le verre de whisky était toujours au même endroit, toujours intact. Frank a lu chaque détail. Will Dunn, 27 ans, orpheline jeune, père tué dans un accident de construction quand elle avait 19 ans. Mère décédée la même année d'un cancer. Dette d'hôpital accumulée. Pas de diplôme universitaire, 2 emplois. Serveuse dans un diner de Midtown pendant la journée, nettoyage du manoir la nuit. Le seul bien de valeur qu'elle possédait était un mantin de Naples de 8 ans nommé Brutus. Tristan a écouté sans parler. Puis, il n'a posé qu'une seule question. À quoi ressemble-t-elle? Frank l'a regardé, légèrement surpris, car parmi les dizaines de détails qu'il venait de rapporter, ce n'était pas la question à laquelle il s'attendait. Mais il a répondu. Cheveux bruns, petite carrure, gardait généralement la tête baissée en marchant, ne parlait jamais à personne dans le manoir, finissait son travail et partait. Tristan s'est souvenu. Une nuit 2 semaines plus tôt, à 2 heures du matin, dans le couloir du 2e étage, il était sorti de son bureau et avait vu une jeune femme agenouillée sur le sol avec un chiffon à la main, frottant une tache de liqueur renversée. Elle avait levé les yeux en entendant ses pas. Leurs regards s'étaient croisés pendant 1 seconde exactement. Puis elle avait baissé les yeux et continué à nettoyer, sans jamais relever la tête. Il était passé cette nuit-là sans y repenser, mais maintenant il se souvenait d'un détail avec une clarté parfaite. Elle ne l'avait pas regardé une 2e fois. La plupart des gens regardaient Tristan Valente une 2e fois, soit par peur, soit par curiosité, soit parce qu'ils voulaient quelque chose. Cette fille ne l'avait pas fait. Creuse plus profondément, a dit Tristan. Tout, connexion, finances, relevés téléphoniques, réseaux sociaux, tout. Frank a vérifié. Cela a pris 2 jours. Le résultat était rien. Will Dunn était complètement clean. Pas de gang, pas de mauvaise dette au-delà du loyer impayé, pas de petit ami, pas de famille, pas de lien avec une quelconque organisation. Son compte en banque contenait 723 $. Les seuls appels sur son téléphone provenaient de 2 endroits, le diner et la société de nettoyage. Elle n'avait pas de réseaux sociaux. Elle était exactement ce qu'elle semblait être. Une jeune femme essayant de survivre un jour à la fois, sans que personne ne l'aide. Pendant que Frank retrouvait le chien et sa propriétaire, une autre ligne d'enquête se déroulait en parallèle. Une enquête que Tristan n'avait pas eu besoin d'ordonner, car Frank l'avait comprise de lui-même. La 3e question, pourquoi ma mère était-elle seule, était en vérité la plus importante des 3 choses que Tristan avait dites dans ce couloir d'hôpital. Et Frank le savait. Dorothy Valente avait son propre garde du corps. Neil Pagano, 34 ans, travaillait pour la famille depuis 7 ans
et avait reçu une responsabilité claire. Rester avec Dorothy chaque fois qu'elle quittait la maison. Ce n'était pas un travail compliqué. Elle sortait rarement, voyait rarement quelqu'un et avait une routine simple. Tout ce que Neil avait à faire, c'était d'être là. Mais cet après-midi-là, alors que Dorothy faisait une crise cardiaque sur un banc de Riverside Park, Neil Pagano était assis dans un bar de Hell's Kitchen, à 30 minutes en voiture, buvant de la bière et regardant le baseball. Frank a trouvé Neil la deuxième nuit après l'incident. Ce n'était pas difficile. Neil n'a pas fui, ne s'est pas caché et ne semblait même pas comprendre qu'il avait des ennuis, ce qui disait à Frank l'une de ces deux choses. Soit Neil était dangereusement stupide, soit Neil croyait que quelqu'un de puissant le soutenait. Frank a emmené Neil dans un appartement vide de Washington Heights, un appartement que la famille Valente possédait, mais n'utilisait jamais officiellement sur papier. 6e étage, pas de meubles sauf une table, 2 chaises et la lueur blanche et froide d'un néon au plafond. Frank n'a pas frappé Neil, il n'en avait pas besoin. 22 ans dans l'armée et 3 déploiements en Irak avaient appris à Frank que la violence était l'outil des hommes qui ne savaient pas poser les bonnes questions. Il s'est simplement assis en face de Neil, a posé un verre d'eau sur la table et a commencé à parler. Il a posé des questions sur l'horaire de travail, sur les jours où Neil accompagnait Dorothy, sur les jours où il ne le faisait pas, sur la fréquence à laquelle elle échappait à son garde du corps pour se promener seule, sur qui connaissait cette routine. Au début, Neil a répondu avec assurance, puis est devenu lentement confus à mesure que les questions commençaient à tourner en rond, répétées sous différents angles, se resserrant progressivement comme un fil invisible. Au moment où Frank a atteint la 30e question et a demandé nonchalamment si Neil voulait de l'eau, car il semblait transpirer beaucoup, Neil a compris que Frank savait déjà. Il ne demandait pas pour trouver la réponse. Il donnait à Neil une chance de dire la vérité avant que la vérité ne sorte d'une manière que Neil n'allait pas apprécier. Neil a avoué. Rapidement, de manière désordonnée, la sueur coulant sur ses tempes. Il avait été acheté par Vince DeMarco, le capo régime en charge du territoire de Brooklyn au sein de la famille Valente, l'un des 4 capitaines qui rendaient compte directement à Tristan. Vince payait à Neil 15 000 $ par mois, 3 fois son salaire de garde du corps, en échange d'informations détaillées sur l'emploi du temps de Dorothy. Où elle allait, à quelle heure, si elle était seule ou accompagnée, quel itinéraire elle prenait et combien de temps elle restait. Neil n'avait pas demandé ce que Vince voulait faire de ces informations. Il ne voulait pas y savoir. L'argent arrivait sur son compte à temps et il ne posait pas de questions. Mais Frank en a posé d'autres. Et Neil, qui à ce moment-là comprenait que le verre d'eau sur la table pourrait être la dernière chose qu'on lui offrirait s'il ne disait pas tout, a tout déballé. Vince n'avait pas agi seul. Il avait été en contact avec Tommy Caruso, le patron de la famille Caruso, le plus grand rival de la famille Valente dans la guerre pour le territoire du sud de Manhattan. Caruso voulait les entrepôts le long du front de mer de Red Hook que Valente contrôlait, non pas pour l'immobilier lui-même, mais pour les routes maritimes qui passaient par le port. Tristan avait refusé de négocier. Caruso n'était pas un homme habitué à ce qu'on lui refuse quelque chose. Le plan de Caruso et Vince était d'utiliser Dorothy comme levier. Pas pour la kidnapper tout de suite, pas encore, mais pour recueillir d'abord des informations. Où elle allait, quand elle était la plus faible, quand elle était la plus isolée. Le moment venu, il l'utiliserait pour forcer Tristan à s'asseoir à la table des négociations dans la position d'un homme avec un couteau sous la gorge. Frank a enregistré tout ce que Neil a dit, non pas sur papier, mais dans sa tête, puis a quitté l'appartement et a laissé Neil assis là, seul avec le verre d'eau et le silence. Il a fait son rapport à Tristan au manoir aux premières heures du matin suivant. Tristan a écouté du début à la fin sans interrompre, sans changer d'expression. Quand Frank a terminé, Tristan a demandé « Combien de fois Vince a-t-il rencontré Caruso ?» Frank a répondu « Selon Neil, au moins 4 fois au cours des 2 derniers mois. » Tristan a hoché la tête une fois, lentement, exactement une fois. Puis il a dit la chose que Frank s'attendait à moitié et redoutait à moitié d'entendre. « Ne touche pas à Vince pour l'instant. Ne touche à personne. Laisse les choses suivre leur cours. » Frank a compris. Tristan ne voulait pas couper un fil. Il voulait voir toute la toile, chaque fil, chaque nœud, chaque nom, avant de faire s'effondrer toute la structure d'un seul coup. C'est ainsi que Tristan Valente opérait. Jamais pressé, jamais impulsif,
Il laissait ses ennemis rester à l'aise assez longtemps pour faire plus d'erreurs. Et quand il bougerait enfin, il n'y aurait plus rien à revenir finir une deuxième fois. 3 jours après que Frank ait terminé l'enquête sur Will Dunn, Tristan a ordonné qu'elle soit convoquée au manoir. Pas pour le quart de nuit, pas avec une serpillière et un seau. 10 heures du matin, en plein jour, par la porte d'entrée. Will a reçu l'appel de la société de nettoyage à 7 heures ce matin-là. Son manager a seulement dit que le propriétaire voulait la voir, n'a offert aucune explication et lui a simplement dit d'être à l'heure et de s'habiller correctement. Elle a raccroché, puis est restée dans son minuscule studio du Bronx pendant près de 2 minutes, regardant Brutus allongé sur le vieux matelas par terre, réfléchissant à toutes les raisons possibles pour lesquelles un employeur riche pourrait la convoquer ainsi. Aucune d'entre elles n'était bonne. Elle a enfilé le jean le plus propre qu'elle possédait, un chemisier blanc qu'elle avait acheté en solde chez Target 3 ans plus tôt, et la seule paire de ballerines qu'elle avait qui n'était pas déchirée. Elle ne possédait pas de miroir en pied, alors elle s'est regardée dans le miroir de la salle de bain jusqu'à la poitrine, a lissé ses cheveux et est partie. Le trajet en métro du Bronx à l'Upper West Side a duré 50 minutes. Elle était assise dans le wagon, regardant son reflet noir dans la fenêtre du tunnel et pensait au loyer qu'elle avait 3 mois de retard, à l'avertissement d'expulsion de son propriétaire, au vaccin dont Brutus avait besoin qu'elle ne cessait de reporter, et maintenant à la possibilité qu'elle soit sur le point de perdre le travail de nettoyage le mieux payé qui lui restait. Quand elle est arrivée à la grille du manoir, un homme en costume noir l'a ouverte, sans un mot, et l'a conduite le long du chemin de gravier blanc jusqu'à la porte d'entrée. Elle est entrée et s'est arrêtée. Le manoir en plein jour était un endroit entièrement différent du manoir la nuit. La nuit, quand elle nettoyait les sols, la maison n'était que ténèbres, lumière de couloir tamisée, silence, et le son de ses chaussures résonnant sur le marbre. En plein jour, la lumière du soleil se déversait par les hautes fenêtres allant du sol au plafond et inondait les sols en pierre gris pâle sur lesquels elle s'était agenouillée et avait frotté des centaines de fois sans jamais les voir briller comme ça. Les plafonds étaient plus hauts qu'elle ne l'avait pensé. L'escalier était plus large que dans son souvenir. Les peintures sur les murs, qui la nuit n'étaient que de vagues formes sombres, se dressaient maintenant clairement devant elle. Will sur toile, Carl de Austin. D'accord. Le genre de peinture dont elle pouvait sentir la valeur juste par l'épaisseur de la peinture elle-même. Elle a été conduite dans le salon principal. Tristan était déjà là. Il était assis dans un fauteuil en cuir couleur cognac, une jambe croisée sur l'autre. Pas de veste aujourd'hui, seulement une chemise gris clair avec les manches boutonnées, un pantalon sombre et une montre à son poignet gauche, dont Will ne connaissait pas la marque, mais dont elle savait avec une certitude absolue que le coût était supérieur à 1 an de loyer de son appartement. Il ne s'est pas levé quand elle est entrée, n'a pas tendu la main, n'a pas souri. Il l'a seulement regardée. Et Will a réalisé que c'était l'homme du couloir cette nuit-là, celui qui était passé à côté d'elle sans un mot, bien que ses pas aient ralenti un instant. « Asseyez-vous », a-t-il dit. Pas une invitation, une directive. Will s'est assise dans le fauteuil en face de lui, le dos droit, les mains posées sur ses genoux, et a attendu. Il est allé droit au but. Pas de détour, pas de politesse, pas de demande sur son état ou de remerciement pour sa venue. Votre chien a sauvé la vie de ma mère il y a 3 jours à Riverside Park. Elle a eu une crise cardiaque et votre chien a couru chercher de l'aide. Sans lui, ma mère serait morte sur un banc de parc. Will a entendu les mots et n'arrivait pas à y croire. Brutus. Son Brutus. Elle savait qu'il allait au parc chaque après-midi, savait qu'il avait son propre emploi du temps, savait qu'il était intelligent, mais elle ne savait pas qu'il s'y était fait un ami, ne savait pas qu'il se promenait avec une femme âgée. Et elle ne savait certainement pas que cette femme était la mère de l'homme assis en face d'elle. « J'ai une offre », a poursuivi Tristan. « Ma mère est en convalescence, elle a besoin de temps, elle a besoin de repos, et elle veut ce chien près d'elle. Je veux que vous et le chien emménagiez dans la maison d'amis sur ce domaine. Vous serez payé 5 fois votre salaire actuel. Votre ancienne dette de loyer sera effacée et le chien recevra des soins vétérinaires complets. » Quand il a terminé, il l'a regardé et a attendu, comme si la réponse était évidente. Qui dirait non? Mais Will n'a pas répondu tout de suite. Elle l'a regardé, puis a regardé autour de la pièce, puis de la lumière qui s'étirait sur le sol en pierre,
sur lequel elle s'était agenouillée tant de nuits pour nettoyer, puis de nouveau vers lui. Je n'ai pas besoin de charité. Sa voix n'était pas forte, mais elle ne tremblait pas. C'était la voix de quelqu'un qui avait passé sa vie à être écrasé par le monde et qui avait refusé de rester à terre. Tristan la regardait. Une seconde, deux. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui refuse quelque chose, il l'offrait. Les gens acceptaient, c'est ainsi que son monde fonctionnait. Mais cette femme de 27 ans, avec 3 mois de loyer en retard, venait de lui dire non. Pas par peur, pas pour négocier plus, mais par respect de soi. Ce n'est pas de la charité, a-t-il dit, sa voix inchangée, mais plus lente d'un ton, comme s'il pesait chaque mot au lieu de simplement les jeter. Ma mère a besoin de ce chien et je paye pour ce dont j'ai besoin. Silence. Willa a entendu cette phrase et elle n'a pas entendu l'argent. Elle a entendu les mots, ma mère. La façon dont il les a dit était différente de la façon dont il disait tout le reste. Plus douce, plus lente, comme si c'était le seul endroit de la phrase où sa voix échappait à son contrôle. Elle a regardé dans ses yeux et a vu quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver ici, dans cette pièce, chez cet homme. Elle a vu de la peur, pas la peur qu'elle refuse, la peur de perdre sa mère. Elle connaissait cette peur. Elle avait vécu à l'intérieur de cette peur en étant assise à côté du lit de sa propre mère, à l'hôpital du comté, tenant sa main fine et comptant chaque souffle jusqu'au dernier. D'accord, a dit Will. Pas pour l'argent, pas pour la maison d'amis. Parce qu'elle avait vu un fils effrayé de perdre sa mère, et elle savait exactement à quel point ce genre de peur pouvait être lourd. Will a emménagé dans le cottage sur le domaine 2 jours après sa rencontre avec Tristan. Tout ce qu'elle a apporté tenait dans 2 petites valises et un sac en papier rempli de nourriture pour chiens. Le cottage se trouvait derrière les jardins du manoir, séparés, mais toujours sur le même terrain. Une maison de 2 pièces que la famille Levaland avait construite pour le personnel de direction, mais avait laissé vide pendant des années. C'était 4 fois plus grand que tout son studio dans le Bronx. Brutus est entré, a reniflé chaque coin, puis s'est couché au milieu du salon, comme s'il y avait vécu toute sa vie. Le premier jour, Will a amené Brutus voir Dorothy dans la chambre de convalescence à l'intérieur de la maison principale. Dorothy avait été ramenée de l'hôpital 2 jours plus tôt et se reposait au lit avec une infirmière privée s'occupant d'elle. Quand Brutus est entré dans la pièce, 65 kilos se déplaçant sur le parquet avec un bruit de cliquetis lourd, Dorothy l'a entendu avant de le voir. Elle a tourné la tête et son visage a changé. Ce n'était pas le sourire poli d'une patiente remerciant un visiteur d'être venu. C'était le genre de lumière qui monte de l'intérieur d'une personne, commençant dans les yeux avant même d'atteindre la bouche. Le genre qui ne se produit que lorsque quelqu'un est réuni avec une âme qui lui a vraiment manqué. « Te voilà », a-t-elle dit, sa voix encore faible mais chaleureuse, le visage le plus laid d'Amérique. Brutus est allé directement au lit et a posé sa tête massive sur le bord du matelas, la regardant, sa queue battant lentement. Dorothy a posé sa main sur sa tête, ses doigts glissant dans les plis familiers de la peau, et a laissé échapper un long soupir, comme si elle l'avait retenu depuis cet après-midi dans le parc, jusqu'à ce moment précis. À partir de ce jour, Brutus est allé dans la chambre de Dorothy chaque matin et y est resté jusqu'au soir. Il s'est couché à côté de son lit pendant qu'elle dormait, a marché à ses côtés quand elle a commencé à utiliser le déambulateur pour s'entraîner à se déplacer à nouveau dans le couloir, et s'est assis à ses pieds quand elle est installée dans le jardin chaque après-midi pour s'asseoir sur le banc de pierre. Le médecin a dit que la convalescence après une crise cardiaque serait lente, qu'elle avait besoin de physiothérapie, de patience et de motivation. Dorothy ne manquait pas de patience. Elle avait passé 72 ans à vivre parmi les hommes valentés, donc la patience était la seule chose qu'elle avait en excès. Mais la motivation était autre chose. Avant Brutus, elle était restée au lit à fixer le plafond, refusant la thérapie, refusant de quitter sa chambre. Maintenant, elle se levait chaque matin parce qu'elle savait que le chien attendait devant sa porte. Et chaque après-midi, elle allait dans le jardin parce qu'il avait besoin de sortir. Elle se rétablissait grâce à lui, même si elle disait à l'infirmière qu'elle se rétablissait parce qu'elle le voulait. Au début, Will avait seulement l'intention d'amener Brutus puis de partir, de garder ses distances et de faire exactement ce qu'on lui avait demandé. Mais Dorothy ne l'a pas permis. Le deuxième jour, elle a dit à Will de rester. Le troisième jour, elle a insisté pour que Will déjeune avec elle.
Le quatrième jour, elle a demandé où Will avait grandi, quelle école elle avait fréquenté, quelle nourriture elle aimait. Will a répondu brièvement et poliment, en gardant la distance appropriée entre l'employé et l'employeur. Mais Dorothy ne se souciait pas de la distance. Elle a continué à demander. Elle demandait chaque jour, non pas de la manière superficielle dont les gens demandent par politesse puis oublient, mais de la manière de quelqu'un qui se souvient de ce que vous avez dit hier et pose la question suivante aujourd'hui. Le genre de question qui a lentement fait dire à Will plus qu'elle n'en avait jamais eu l'intention. Puis un après-midi, 2 semaines après que Will ait emménagé, elles étaient assises dans le jardin. Brutus était étendu aux pieds de Dorothy. Une pâle lumière de fin d'automne se dispersait sur l'herbe. Dorothy a regardé Will plus longtemps que d'habitude. De cette manière que les jeunes évitent souvent, mais que les personnes âgées ne font plus, car elles n'ont plus le temps de faire semblant. « Tu ressembles tellement à ta mère, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé doucement, avec rien dans sa voix sauf de la reconnaissance. Will n'a pas répondu tout de suite. La question a touché un endroit qu'elle avait gardé hermétiquement fermé pendant 8 ans. Depuis l'après-midi où elle s'était assise à côté du lit d'hôpital de sa mère dans le quartier des indigents, tenant cette main fine et comptant chaque souffle, sachant que chacun pourrait être le dernier. Sa mère est morte quand elle avait 19 ans. Cancer du poumon, stade 4, quand ils l'ont découvert. 6 mois entre le diagnostic et le dernier souffle. Will n'avait pas pleuré à l'enterrement, n'avait pas pleuré en emballant les affaires de sa mère, n'avait pas pleuré en vendant tout ce qu'elle pouvait vendre pour payer les factures d'hôpital. Elle avait fermé cette porte et ne l'avait jamais rouverte. Mais Dorothy a posé cette question avec la même voix que sa mère avait autrefois utilisée. Chaude, lente, sans hâte. Et cette porte s'est ouverte. Will a pleuré. Pas le genre de pleurs qui éclatent en sanglots ou en sons. Les larmes ont simplement coulé sur ses joues en silence, comme de l'eau qui déborde après avoir été retenue trop longtemps. Elle n'a pas couvert son visage, ne s'est pas détournée. Elle est juste restée assise là et a laissé faire pour la première fois devant un autre être humain depuis le moment où sa mère avait fermé les yeux. Dorothy n'a pas demandé pourquoi, ne lui a pas dit de ne pas pleurer. Elle a simplement tendu la main, a pris la main de Will et a dit « Je ne peux remplacer personne, mais je suis là. » À partir de ce jour, Dorothy a appelé Will « ma fille ». Pas par politesse, pas par courtoisie. Pour de vrai. Et Will, bien qu'elle n'ait jamais appelé Dorothy « mère », marchait un peu plus vite chaque matin quand elle amenait Brutus à la maison principale, comme si elle se dirigeait vers un endroit où quelqu'un l'attendait. De nombreuses nuits allongées dans le cottage, pendant que Brutus respirait régulièrement à côté d'elle, Will se souvenait d'un autre après-midi, 8 ans plus tôt. Son père, avec ses mains de plombier gercées, était entré dans leur vieil appartement du Bronx, portant une boîte en carton avec des trous d'aération découpés dans le couvercle. À l'intérieur se trouvait un chiot ridé, les yeux à peine ouverts, le museau trop grand pour le reste de son corps, recroquevillé sur une vieille serviette. C'était le plus laid de la portée, alors personne n'en voulait, avait dit son père, en riant de la manière dont Will se souviendrait toute sa vie, car elle n'a plus jamais été autorisée à l'entendre après ça. Tout comme moi. 2 semaines plus tard, l'échafaudage du 12e étage d'un chantier de construction de Midtown s'est effondré. Son père n'est jamais rentré à la maison. Tristan ne descendait pas dans le jardin. Il ne s'asseyait pas à la table du déjeuner. Il ne demandait pas comment allaient les gens, mais il regardait. Le bureau du 2e étage avait une large fenêtre donnant sur le jardin arrière, et Tristan a réalisé qu'il se tenait à cette fenêtre plus souvent que d'habitude. Il regardait sa mère assise sur le banc de pierre sous l'érable. Brutus était étendu à ses pieds, et Will à côté d'elle, lisant quelque chose à voix haute. Il regardait sa mère sourire. Pas le sourire poli qu'elle utilisait pour les visiteurs, ou le sourire fatigué qu'elle lui donnait chaque fois qu'il lui demandait si elle se sentait bien. C'était le genre de sourire dont il se souvenait de son enfance, avant la mort de son père, avant que l'Empire ne s'installe sur ses épaules. Le genre de sourire qu'il avait cru disparu avec son père. Il regardait aussi à travers le système de sécurité, non pas parce qu'il soupçonnait Will, mais parce que c'était ainsi qu'il contrôlait tout à l'intérieur de cette maison. Il la voyait se réveiller à 6 heures du matin, sortir Brutus dans le jardin, puis traverser vers la maison principale à 7 heures
pour préparer le petit déjeuner de Dorothy avant l'arrivée de l'infirmière. Il la voyait essuyer la table après le repas, même si cela ne faisait pas partie de son travail. Il la voyait ajuster les coussins de Dorothy quand elle la poussait dans le jardin. Il la voyait s'asseoir tranquillement à côté d'elle pendant 1 heure d'affilée sans avoir besoin de dire un mot. Elle faisait tout naturellement. Pas parce qu'elle était payée, pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle se souciait sincèrement. Et cela mettait Tristan mal à l'aise. Parce qu'il vivait dans un monde où personne ne faisait jamais rien sans un but. Puis les rencontres ont commencé. Pas délibérées. Personne ne les a arrangées. Elles étaient simplement le résultat inévitable de 2 personnes vivant sur le même terrain. La première fois, Will est passé près de la cuisine juste au moment où Tristan se tenait là, se versant son café du matin. Elle s'est arrêtée à l'embrasure de la porte quand elle l'a vu, comme prête à faire demi-tour, mais il l'avait déjà remarqué. Leurs regards se sont croisés pendant 2 secondes avant qu'elle ne baisse la tête et dise « Je suis désolé, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. » Et elle est partie. Tristan l'a regardée à travers l'embrasure de la porte de la cuisine, le café chaud dans sa main oubliée. La deuxième fois, Will conduisait Brutus dans le couloir du premier étage juste au moment où Tristan rencontrait Frank et les 2 autres caporégime dans le salon. La porte était légèrement entr'ouverte. Brutus est passé, ses griffes claquant sur le marbre, et Tristan a perdu sa concentration pendant une demi-seconde exactement. Ses yeux se sont déplacés de Frank vers le couloir, où l'ombre de Will venait de disparaître avant de revenir. Frank l'a remarqué mais n'a rien dit. La troisième fois, Will remplissait un verre à l'évier de la cuisine quand Tristan est entré. Elle s'est retournée trop vite, trop près, et l'a presque heurté, l'eau du verre se renversant sur sa main. Il a tendu la main pour stabiliser le verre, ses doigts s'effleurant les siens un seul instant, puis ils se sont tous les deux reculés. Aucun d'eux n'a parlé. Will est parti avec le verre d'eau, et Tristan est resté debout dans la cuisine vide. Chaque rencontre ne durait que quelques secondes, mais l'air à l'intérieur de ces quelques secondes était plus épais que d'habitude, plus lourd, comme si la pièce elle-même rétrécissait chaque fois qu'ils y étaient ensemble. Puis vint la nuit de pluie. Au milieu de novembre, la première tempête de la saison a apporté le tonnerre avec elle, et le son a roulé sur le toit du manoir vers minuit. Will était allongé dans le cottage quand Brutus a soudainement bondi du pied du lit, les oreilles plaquées en arrière, le blanc de ses yeux visible, tout son corps tremblant. Il avait peur du tonnerre depuis qu'il était petit. Quand il était chaud dans l'appartement du Bronx, chaque fois que le ciel craquait, il avait l'habitude de ramper sous le lit et de trembler jusqu'au matin. Mais ce soir, il n'a pas rampé sous le lit. Il a filé par la porte du cottage, a traversé le jardin sous la pluie et s'est précipité dans la maison principale par l'entrée arrière que Will utilisait pendant la journée et avait oublié de verrouiller. Will a couru après lui, trempé, ses chaussons claquant sur le sol en pierre, appelant son nom. Elle a trouvé Brutus dans le salon principal et elle y a trouvé Tristan aussi. Il était assis dans ce fauteuil familier dans le noir, sans lampe, éclairé seulement par les éclairs qui traversaient la vitre et illuminaient la pièce par impulsion. Il y avait un verre de whisky sur la table à côté de lui, et cette fois, il était à moitié vide. Brutus était couché à ses pieds, recroquevillé contre ses chaussures, tremblant. Tristan ne l'a pas repoussé, n'a appelé personne pour le faire partir. Il est juste resté assis là, une main posée sur l'accoudoir du fauteuil, les yeux fixés sur les fenêtres où la pluie frappait la vitre en nappe dure. Will se tenait sur le seuil de la pièce, ses cheveux mouillés collés à son front, sa fine chemise collée à ses épaules, et ne savait pas quoi faire. Il a peur du tonnerre, a-t-elle dit, sa respiration encore irrégulière d'avoir couru, depuis qu'il est petit. Tristan ne s'est pas tourné pour la regarder. Le silence s'est étiré pendant 3 temps. Puis il a parlé, sa voix basse, presque avalée par la pluie. Moi aussi, quand j'étais enfant. Will n'a pas répondu, n'a rien demandé de plus. Elle a compris que la phrase n'était pas une invitation à parler. C'était quelque chose qui lui avait échappé contre sa volonté, comme de l'eau qui déborde d'un bar. Et il lui avait dit quelque chose qu'il n'avait peut-être jamais dit à personne, sauf à sa mère. Elle est entrée dans la pièce, s'est assise sur le canapé en face de lui, toute la largeur du salon entre eux, et n'a rien dit d'autre. Brutus était couché entre eux et a progressivement cessé de trembler. La pluie a continué de tomber. Le tonnerre s'est éloigné,
Et les deux sont restés assis là, dans le noir, avec un chien qui avait peur des orages, ne disant rien, n'ayant besoin de rien dire. Et pour la première fois, aucun d'eux n'était seul. Une semaine après la nuit de la tempête, Tristan a convoqué Will dans son bureau au deuxième étage. Le message est arrivé par l'un des membres du personnel de la maison. Un coup à la porte du cottage à 4 heures de l'après-midi, suivi des mots brefs que le patron voulait la voir. Will a traversé le jardin, a monté l'escalier à l'intérieur de la maison principale et a longé le couloir du deuxième étage qu'elle avait autrefois nettoyé chaque nuit quand elle faisait encore partie du personnel de nettoyage. Maintenant, elle marchait dans ce couloir en plein jour, par l'entrée principale, pas à genoux, pas avec un chiffon, et pourtant son cœur battait toujours plus vite que d'habitude. Chaque fois qu'elle devait s'approcher de son bureau, elle a frappé. Sa voix lui a dit d'entrer. Elle est entrée. Le bureau de Tristan était un endroit où elle n'avait jamais été autorisée à entrer. Même quand elle nettoyait de la maison, il avait toujours été en dehors de la liste des pièces assignées. L'espace était plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Les rideaux à moitié tirés, la lumière provenant d'une lampe de bureau et de la fenêtre donnant sur le jardin arrière. Des bibliothèques bordaient les murs, en bois sombre, avec d'épaisses rangées de volumes reliés en cuir. Le bureau était grand et parfaitement ordonné, ne contenant qu'un ordinateur portable, un stylo et une épaisse enveloppe blanche placée soigneusement au centre. Tristan était assis derrière, dans une chemise gris anthracite, avec les manches proprement retroussées jusqu'au coude. Il a pointé l'enveloppe. « Pour vous. » Will l'a regardée mais ne l'a pas prise. C'est pourquoi? Une prime pour ce que vous avez fait pour ma mère ce dernier mois, en plus de votre salaire. Will a regardé l'enveloppe, puis de nouveau vers lui. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir pour savoir qu'il y avait une somme d'argent sérieuse à l'intérieur, car avec Tristan Valente, une prime n'était jamais un petit chiffre. Un mois plus tôt, elle l'aurait prise sans réfléchir. Un mois plus tôt, 723 $ sur son compte et 3 mois de loyer en retard l'auraient poussé à prendre n'importe quelle enveloppe de n'importe qui. Mais le mois passé avait tout changé. Elle a repoussé l'enveloppe vers lui. « Je ne fais plus ça pour l'argent. » Tristan a regardé l'enveloppe qu'elle avait repoussée, puis elle. Ses yeux se sont plissés, non pas de colère, mais parce que c'était la deuxième fois qu'elle lui disait non, et il n'était toujours pas habitué à ce que cela faisait. « Alors, pourquoi le faites-vous? » Will n'a pas hésité. « Parce que Dorothy me regarde comme une personne, pas comme une femme de ménage, pas comme une pauvre femme qu'on aide, rien d'autre qu'une personne. Ça fait très longtemps que personne ne m'a regardé de cette façon. » La pièce est tombée dans le silence. La lampe de bureau émettait un doux bourdonnement. Dehors, la lumière de fin d'après-midi s'estompait sur la cime des arbres du jardin. Tristan s'est levé. Il a contourné le bureau lentement, chaque pas mesuré, contrôlé, comme il faisait tout. Il s'est arrêté devant Will. Près, plus près que la distance entre un patron et une employée. Plus près que la distance entre deux personnes qui ne se connaissaient que de manière décontractée. Assez près pour que Will sente l'odeur de son eau de Cologne mélangée au whisky et au bois de santal. Assez près pour qu'elle voie les coutures au col de sa chemise. Assez près pour que sa respiration change, même si elle essayait de la garder stable. Il l'a regardée de haut, elle l'a regardée de bas. Et dans l'espace entre eux, quelque chose a bougé. Pas du vent, pas du son, mais quelque chose que tous les deux ont senti et qu'aucun d'eux n'a nommé. « Vous devriez garder vos distances avec moi », a-t-il dit doucement, lentement, chaque mot clair, comme s'il pesait chacun avant de le laisser partir. Will a entendu la phrase et a compris que ce n'était pas une menace. Ce n'était pas un ordre. C'était un avertissement. Il lui disait « Je suis dangereux, mon monde est dangereux, et je commence à ne plus vouloir que vous soyez près de moi parce que je commence à craindre que vous ne soyez blessés. » Il la repoussait avec ses mots, tandis que ses yeux l'attiraient de plus près. Will n'a rien dit. Elle l'a regardé une seconde de plus, puis s'est retournée et est sortie de la pièce. Elle n'a pas couru. Elle n'a pas baissé la tête. Elle a marché d'un pas égal, le dos droit, à travers l'embrasure de la porte, dans le couloir, en bas de l'escalier, à travers le jardin, et est retournée au cottage. Elle a fermé la porte, a appuyé son dos contre le bois et a pressé une main sur sa poitrine. Son cœur battait vite, très vite. Pas de peur. 3 jours après la rencontre dans son bureau,
Tristan a reçu un appel à 11h45 du soir de l'un des hommes gardant les quais de Red Hook, dans le sud de Brooklyn. La voix à l'autre bout du fil était paniquée, signalant que l'entrepôt numéro 7 avait été forcé. Le plus grand entrepôt de la chaîne de propriété que la famille Levalant contrôlait le long du front de mer, où des millions de dollars de marchandises étaient stockées en attente de distribution. Tristan a appelé Frank dans la pièce et lui a dit ce qui s'était passé. Frank a froncé les sourcils. Une attaque directe sur l'entrepôt sept, stupide ou téméraire? Tristan n'a pas répondu à cette question. Il s'est levé, a mis sa veste, a vérifié l'arme de poing dans le tiroir de son bureau et l'a glissée dans l'étui sous son manteau. C'était quelque chose qu'il devait gérer en personne, car l'entrepôt 7 n'était pas juste un autre bâtiment. Le perdre signifiait perdre toute la route maritime à travers le port. Il a appelé 6 hommes de plus, 2 voitures, la force la plus prête et la plus fiable encore au manoir. Vince DeMarco était parmi eux, debout à côté de la deuxième voiture dans un costume noir, le visage calme, prêt comme toujours. Personne ne se doutait de rien. Avant de monter dans la voiture, Tristan a fait une pause dans le couloir du premier étage. Will revenait juste de la chambre de Dorothy, en route pour le cottage, après avoir fini de lire un chapitre à voix haute avant que Dorothy ne s'endorme. Elle s'est arrêtée quand elle l'a vu, a vu le costume, a vu Frank derrière lui, a vu le groupe d'hommes se déplaçant rapidement et silencieusement comme une armée. Tristan l'a regardé, un regard qu'elle ne pouvait pas lire. Pas froid comme d'habitude, pas chaud comme la nuit de la tempête, mais quelque chose entre les deux. Quelque chose que si elle l'avait compris, elle aurait su qu'il la regardait comme si c'était peut-être la dernière fois. Mais elle n'a pas compris. Tout ce qu'elle a vu, c'est que ses yeux sont restés sur son visage un peu plus longtemps que nécessaire avant de se détourner. Il a parlé aux 2 gardes qui restaient derrière, sa voix basse et sèche. Personne n'entre dans la maison. Personne. Puis il est parti. Les 2 berlines noires se sont éloignées du manoir, ont tourné à gauche sur Riverside Drive et se sont dirigés vers le sud. La maison est devenue silencieuse. 2 gardes sont restés à la grille d'entrée et au passage latéral. Le personnel de maison était déjà rentré. L'infirmière de nuit était assise dans la salle de garde à côté de la chambre de Dorothy, lisant un livre. Will est retourné au cottage, a verrouillé la porte, s'est changé en vêtements de nuit et s'est allongé sur le lit. Brutus était couché au pied du lit, comme chaque nuit. Mais cette nuit, il n'a pas dormi. Il est resté là, les yeux ouverts, les oreilles dressées, les narines dilatées, alors qu'il continuait à humer l'air. De temps en temps, il levait la tête, écoutant quelque chose que Will ne pouvait pas entendre, puis la rabaissait sans fermer les yeux. 10 minutes plus tard, il s'est levé et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, ses griffes claquant sur le parquet. Will l'a rappelé et a tapoté le lit. Mais il n'a pas sauté. Il s'est tenu dans l'embrasure de la chambre, regardant vers le couloir du cottage, reniflant, son museau pointé vers la porte d'entrée. Will l'a regardé et s'est senti mal à l'aise, sans savoir pourquoi. 8 ans de vie avec Brutus lui avaient appris que lorsqu'il n'était pas à l'aise, il y avait une raison. Même si cette raison s'avérait n'être rien de plus qu'un chat errant dans le jardin ou un changement de vent. Mais ce soir, c'était différent. Il n'aboyait pas. Il ne grognait pas. Il faisait juste les 100 pas, reniflait et écoutait avec une sorte de malaise silencieux qu'elle n'avait jamais vu en lui auparavant. 20 minutes au sud en voiture, Tristan et le convoi sont arrivés au quai de Red Hook. L'entrepôt 7 était verrouillé. Pas de voitures étranges, pas de signes d'effraction. Aucune trace de quoi que ce soit. Frank a vérifié avec le garde de la porte, a rappelé le numéro qui avait signalé l'intrusion, et personne n'a répondu. Il s'est tourné vers Tristan, et ses yeux l'ont dit avant sa bouche. C'est un piège. Tristan a compris immédiatement. Non pas parce qu'il était lent, mais parce qu'à cet instant, son esprit ne traitait pas seulement l'entrepôt sept. Il traitait l'image entière. Vince, debout trop calmement à côté de la deuxième voiture. Les aveux de Neil Pagano sur la connexion de Vince avec Caruso. L'emploi du temps de Dorothy qui avait fuité. Et maintenant, toute sa force principale se tenait sur un quai à 20 minutes de là. Tandis qu'à la maison, il n'y avait que 2 gardes, une infirmière, sa mère et la fille à qui il venait de dire de garder ses distances. Il s'est tourné pour regarder où Vince se tenait. Vince avait disparu. Ce que Tristan ne savait pas, c'est que 3 heures avant de l'arrivée du faux appel,
Vince avait discrètement accédé au système de sécurité du manoir depuis son téléphone en utilisant le code administrateur qu'il avait en tant que capo-régime et avait désactivé les caméras, les détecteurs de mouvement et l'alarme de l'entrée arrière. Le manoir était maintenant grand ouvert et personne ne le savait. Personne, sauf Brutus, minuit. Le manoir était si silencieux que l'on pouvait entendre le vent s'infiltrer par les interstices des fenêtres du premier étage. 2 gardes montaient de la garde, un à la porte principale à l'avant, un au passage latéral. La porte arrière, celle menant du jardin à la cuisine secondaire, n'était gardée par personne car le système de sécurité était censé faire ce travail. Mais le système était hors service depuis 3 heures. 3 silhouettes sombres se sont déplacées dans le jardin arrière, back et basse, rapide, près de la clôture. Ils portaient des vêtements sombres, des chaussures à semelles souples et ne disaient rien. L'homme de devant portait des outils de crochetage spécialisés. Les 2 derrière lui portaient des armes de poing équipées de silencieux. L'équipe de Tommy Caruso, 3 hommes armés choisis, non pas parce qu'ils étaient les meilleurs, mais parce qu'ils étaient les plus volontaires, le genre d'hommes qui ne demandaient pas pourquoi, seulement combien. Ils ont atteint la porte arrière de la cuisine secondaire. La serrure s'est ouverte en 14 secondes. La porte s'est poussée vers l'intérieur sans un bruit, les charnières bien huilées car c'était le manoir d'un homme qui se souciait de chaque détail. Ils ont traversé la cuisine, sont passés par la salle à manger secondaire et se sont dirigés vers l'escalier principal menant au 2e étage, où se trouvait la chambre de Dorothy. Dans le cottage derrière le jardin, Brutus se tenait à la porte de la chambre depuis plus d'1 heure. Will avait essayé 2 fois de le tirer sur le lit, mais il ne voulait pas venir, se tenant juste là, les oreilles tournées, les narines dilatées, les yeux ouverts dans le noir. Puis il l'a entendu. Pas un son fort. C'était peut-être le faible clic de la serrure de la cuisine. C'était peut-être le murmure de semelles souples sur le carrelage de la cuisine. C'était peut-être quelque chose qu'aucune oreille humaine ne pouvait capter. Mais les oreilles d'un chien le pouvaient à 50 mètres de distance. Pensant qu'il avait désespérément besoin de sortir, Will s'est levé et a déverrouillé la porte. À la seconde où le loquet a cliqué, Brutus s'est élancé. Il n'a pas aboyé. Au parc, il avait aboyé parce qu'il avait besoin d'appeler quelqu'un. Cette fois, il est resté silencieux parce qu'il n'avait pas besoin d'appeler qui que ce soit. Il avait besoin d'arriver le premier. 65 kilos de muscles ont déchiré l'obscurité, sortant du cottage, traversant le jardin, entrant dans le manoir par la porte arrière laissée ouverte. Et il a immédiatement senti leur odeur. Une odeur étrange, une odeur de métal, la sueur d'homme sous tension, une odeur qui n'avait pas sa place dans cette maison. Il n'a pas grogné. Il ne les a pas prévenus. Il a couru droit vers les escaliers. Le premier homme armé avait monté 4 marches quand Brutus a atteint le bas de l'escalier. L'homme n'a pas vu le chien dans le noir jusqu'à ce que 65 kilos s'abattent sur lui par en dessous. Les mâchoires de Brutus se sont refermées sur le bras droit de l'homme. Le bras qui tenait l'arme, mordant à travers le tissu jusqu'à la chair. La force de la morsure d'un mâtin de Naples, assez forte pour broyer un os s'il le voulait. L'homme armé a crié, le cri brisant le silence du manoir. Son doigt s'est crispé sur la gâchette par réflexe et la balle a volé dans le plafond, perforant le plâtre, le coup de feu craquant dans la cage d'escalier étroite comme le tonnerre. Dans le cottage, Will a entendu le coup de feu et s'est redressé d'un bond dans son lit. Son premier instinct a été d'appeler Brutus, mais il n'était pas là. Il s'était enfui à un moment donné sans qu'elle le sache. Son deuxième instinct a été Dorothy. Elle a couru hors du cottage, a traversé le jardin dans le noir, pieds nus sur l'herbe trempée de rosée, est entrée dans le manoir par l'entrée latérale de l'aile est, un itinéraire différent de celui que les intrus avaient pris. Elle a monté en courant l'escalier secondaire au bout du couloir et a atteint la chambre de Dorothy au 2e étage. La porte n'était pas verrouillée. Elle a fait irruption. Dorothy était assise dans son lit, les yeux ouverts, réveillée, l'infirmière de nuit à côté d'elle, le visage devenu blanc. Un deuxième coup de feu a retenti quelque part en bas, au 1er étage. Will a verrouillé la porte de la chambre, a tourné le verrou, puis s'est retourné vers Dorothy. Dans la salle de bain, tout de suite. Elle a aidé Dorothy à sortir du lit, l'a guidée à travers la pièce jusqu'à la salle de bain attenante et l'a fait asseoir sur le carrelage à côté de la baignoire.
L'infirmière a suivi, tremblante, sortant son téléphone pour appeler les secours. Mais Will le lui a rapidement arraché des mains, sachant que faire venir les sirènes de la police sur le pas de la porte de Tristan ne ferait que rendre son monde plus dangereux. Will est regardé autour d'elle dans la salle de bain et n'a rien vu qu'elle puisse utiliser. Elle a couru vers la petite kitchenette dans la chambre de Dorothy et a attrapé le seul couteau du porte-couteau. Un petit couteau de cuisine utilisé pour peler les fruits. La lame mesurait moins de 15 cm de long. Elle est retournée dans la salle de bain, s'est tenue devant la porte, tournée vers l'extérieur, le couteau dans sa main droite. Sa main tremblait. Tout son corps tremblait. Mais elle n'a pas quitté sa position. Dorothy était assise par terre, le dos contre la baignoire, et a regardé le dos de Will, a vu les épaules de la jeune fille trembler à chaque respiration rapide. Elle a tendu la main et a saisi le poignet gauche de Will, la main qui ne tenait pas le couteau, et l'a serré fort. « Reste calme, ma fille. » Sa voix ne tremblait pas. Elle avait 72 ans et avait entendu des coups de feu à l'intérieur d'une maison plus d'une fois. Elle avait vu son mari essuyer du sang sur le sol de la cuisine, puis s'asseoir pour dîner comme si de rien n'était. « J'ai vécu pire que ça. » Will ne s'est pas retourné, mais elle a senti la main de Dorothy sur son poignet, sèche, petite, mais stable, et sa respiration a ralenti, ne serait-ce qu'un peu. En bas, au premier étage, Brutus tenait toujours le premier homme armé cloué dans l'escalier. Les deux autres hommes armés se sont rapprochés de lui. L'un contournant par le salon, essayant d'atteindre les escaliers par le côté, l'autre tirant sur Brutus. La première balle a manqué. La seconde a éraflé l'épaule gauche de Brutus, déchirant une longue blessure à travers la peau épaisse et ridée. Du sang a giclé sur le sol en marbre. Brutus a poussé un seul cri bref, mais il n'a pas lâché l'homme armé piégé dans ses mâchoires. Il a traîné l'homme hors des marches et l'a jeté au sol, son poids entier s'écrasant sur lui, hurlant, le cliquetis de l'arme tombée, le craquement d'un os. Les coups de feu ont réveillé les deux gardes à l'extérieur de la grille. Tous deux sont entrés en courant, armes prêtes. Le garde de la porte d'entrée est entré par la porte principale et a vu le chaos au pied des escaliers. Brutus, couvert de sang, clouant un homme au sol, tandis que deux silhouettes sombres se déplaçaient dans le salon. Le garde a tiré. 2 coups. 3 coups. Le deuxième homme armé de Caruso a été touché et est tombé à côté de la cheminée. Le troisième homme armé, celui le plus en arrière, a vu le vent tourner, s'est retourné, a filé par la porte arrière de la cuisine secondaire, s'est accroupi, a traversé le jardin en courant, a escaladé la clôture et a disparu dans la nuit. Le manoir est retombé dans le silence. Sur le sol en marbre du premier niveau, 2 des hommes armés de Caruso gisaient immobiles. Un au pied des escaliers avec le bras droit écrasé par Brutus. Un à côté de la cheminée avec 2 balles dans la poitrine. Et Brutus gisait au milieu du couloir, son épaule gauche saignant, sa respiration lourde, ses yeux toujours ouverts, ses oreilles toujours dressées, écoutant toujours, car il n'était pas encore sûr que ce soit fini. Le téléphone de Tristan a vibré à minuit 23. Il se tenait au milieu de l'entrepôt numéro 7 au quai de Red Hook, fixant l'espace vide complètement ordinaire. Pas d'effraction, pas de voiture étrange, rien du tout. Quand l'écran s'est allumé avec le numéro des gardes postés à la porte d'entrée du manoir, il a répondu. La voix à l'autre bout du fil est venue vite, urgente, entrecoupée de respiration. 3 intrus, porte arrière, 2 à terre, un s'est échappé. Madame Valente en sécurité dans la salle de bain du 2e étage. Le chien est blessé. Tristan a baissé le téléphone. Silence. Frank se tenait à 3 pas, a regardé le visage du patron et a su immédiatement que quelque chose s'était passé. Même si Tristan n'avait pas encore dit un mot. Parce que ses yeux avaient changé. Pas passer du calme à la colère. Passer de l'humain à autre chose. Quelque chose que Frank avait vu quelques fois en 15 ans. Et chaque fois qu'il le voyait, quelqu'un cessait d'apparaître dans les rues de New York par la suite. À la maison maintenant. Tristan a dit 2 mots, puis s'est dirigé vers la voiture. Frank n'a pas demandé. Il n'en avait pas besoin. Il a couru après lui, est monté, et Tristan avait déjà démarré le moteur avant même que Frank n'ait fermé la porte. La voiture a filé hors des quais et a tourné sur la BQE en direction de Manhattan. Frank a jeté un coup d'œil aux mains de Tristan sur le volant et a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu en 15 ans.
Chaque jointure était devenue blanche, agrippant le volant si fort que des veines bleues ressortaient sur le dos de ses mains. Tristan Valente, l'homme que Frank avait autrefois vu s'asseoir parfaitement immobile avec une arme pointée sur son visage sans ciller, était en train de perdre le contrôle. Pas le genre de perte de contrôle qui crie ou conduit imprudemment. Il conduisait toujours avec précision, changeant toujours de voie au moment exact, lisant toujours la route comme une machine. Mais cette précision portait maintenant quelque chose de terrifiant en elle. La précision d'un homme qui avait déjà décidé ce qu'il ferait en arrivant. Et rien au monde n'allait le changer. 22 minutes. Normalement, le trajet de Red Hook à l'Upper West Side prenait 40 minutes. Tristan l'a fait en 22. La voiture s'est arrêtée devant le manoir. Il a coupé le moteur, est sorti et a franchi la grille toujours ouverte. La première chose qu'il a vue en entrant par la porte principale était le sol en marbre du couloir du premier étage. Du sang. Pas beaucoup, mais assez pour former une longue traînée du pied de l'escalier vers le salon. Les deux hommes armés de Caruso avaient déjà été traînés de côté par les gardes, l'un inconscient avec le bras droit écrasé, l'autre ne respirant plus. Et au milieu du couloir, couché sur le sol en marbre froid, se trouvait Brutus. Le chien était couché sur le côté, son épaule gauche trempée de sang, son pelage gris foncé emmêlé de rouge profond. Sa respiration était lourde, lente, sa poitrine se soulevant de manière inégale, mais ses yeux étaient ouverts. Et quand il a entendu les pas de Tristan sur le marbre, ses oreilles se sont tournées vers le son, et sa queue a remué faiblement. Seulement 2 fois, mais elle a remué. Tristan s'est arrêté, a y regardé le chien ridé et laid d'un studio exigu du Bronx, appartenant à la pauvre fille qui avait autrefois frotté ses sols. Le chien que sa mère appelait le visage le plus laid d'Amérique. Le chien venait de sauver sa mère pour la 2e fois. Tristan s'est agenouillé, les genoux d'un costume à $1000 touchant le marbre, taché de sang. Il a posé une main sur la tête de Brutus, doucement, entre les plis de peau empilés sur le front du chien, exactement là où Dorothy le grattait toujours. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Sa main sur la tête du chien en disait plus que tous les mots qu'il aurait pu prononcer. « Appelle le vétérinaire », a-t-il dit à Frank derrière lui, sa voix de nouveau calme, mais plus basse que d'habitude. Tout de suite, le meilleur. Frank a hoché la tête et a attrapé son téléphone. Tristan s'est relevé, a regardé Brutus une seconde de plus, puis s'est retourné et a monté les escaliers. À chaque marche, il voyait du sang sur les contre-marches, des marques de griffes creusées dans le bois, les traces d'un combat que le chien avait mené seul dans le noir pour protéger sa mère. Il a atteint la chambre de Dorothy. La porte était verrouillée. Il a frappé 3 fois, régulièrement. « Mère, c'est moi. » Silence à l'intérieur, puis des pas, le tour d'un verrou, la porte qui s'ouvre. L'infirmière se tenait là, le visage toujours blanc, s'écartant. Tristan est entré, a regardé à travers la chambre, a vu la porte de la salle de bain ouverte, et il l'a vue. Will était assise sur le sol de la salle de bain devant Dorothy, le dos à la porte, ses épaules étroites sous une fine chemise de nuit. Sa main droite tenait toujours le petit couteau de cuisine, la lame ne dépassant pas 15 centimètres, une arme inutile contre des pistolets, mais la seule chose qu'elle avait pu trouver. Sa main tremblait. Tout son corps tremblait. Mais elle était toujours assise là, entre Dorothy et la porte, et elle n'avait pas bougé de cette position. Non pas parce qu'elle était courageuse, mais parce qu'elle n'avait d'autre choix que de rester. Parce que la femme assise derrière elle l'appelait sa fille, et elle n'allait pas perdre une autre personne qui l'appelait ainsi. Dorothy était assise contre la baignoire, tenant toujours le poignet gauche de Will dans sa main. Elle a regardé son fils entrer, et vu le rouge dans ses yeux, a vu le sang sur les genoux de son pantalon, et a dit d'une voix aussi calme que si elle prenait son thé du matin. « Je t'avais dit que cette fille valait quelque chose. » Tristan n'a pas regardé sa mère quand elle a dit ça. Il a regardé Will. Elle a levé le visage, les yeux rouges, les joues mouillées, ses mains agrippant toujours le couteau, et l'a regardé en retour. Elle n'a pas baissé la tête, elle ne s'est pas excusée, elle n'a pas expliqué. Elle l'a seulement regardé avec les yeux d'une femme qui venait de faire face à la mort et qui en tremblait encore, mais qui ne regrettait pas d'être restée. « Êtes-vous blessé ?» a demandé Tristan. 3 mots. Sa voix n'était ni froide ni chaude.
C'était la voix d'un homme posant une question dont la réponse, pour la première fois de sa vie, lui importait vraiment. Importait tellement qu'il n'était pas sûr de vouloir l'entendre si la réponse était oui. Will a secoué la tête. Non, elle n'était pas blessée. Tristan a laissé échapper un souffle léger, si doucement qu'il était presque impossible de l'entendre. Mais Frank, debout devant la porte de la chambre, l'a entendu. Et c'était la première fois en 15 ans qu'il entendait Tristan's Valenté expirer de soulagement pour quelqu'un qui n'était pas sa mère. Tristan n'a pas dormi cette nuit-là. Personne dans le manoir ne l'a fait. Mais alors que tout le monde restait éveillé par peur, Tristan restait éveillé parce qu'il travaillait. Il était assis dans son bureau au deuxième étage, porte fermée, lampe de bureau allumée, téléphone sur le bureau, et a commencé à défaire chaque fil du réseau qu'il avait délibérément laissé intact pendant des semaines. Maintenant, il avait vu l'image complète. Vince DeMarco, le caporal en charge de Brooklyn, l'homme qui s'était tenu à côté de la voiture de Tristan sur les quais avec un visage calme, puis avait disparu au moment où le piège s'était refermé. Neil Pagano, le garde du corps qui avait vendu l'emploi du temple de Dorothy. Tommy Caruso, l'homme derrière tout ça, l'homme qui avait voulu utiliser la mère de Tristan comme otage. Et les 3 hommes armés, 2 gisant sur son sol, un toujours en fuite. À 4 heures du matin, Tristan a donné l'ordre à Frank. Trouve Vince. Frank a trouvé Vince DeMarco 14 heures plus tard dans un motel bon marché à Newark, dans le New Jersey, juste de l'autre côté de la rivière. Vince fourrait des vêtements dans un sac de sport, un billet d'avion aller simple pour Miami posé sur le lit, un faux passeport caché dans la poche de sa veste. Il n'a pas atteint l'arme sur la table de chevet, car Frank se tenait déjà dans l'embrasure de la porte, avant même que Vince ne sache que quelqu'un était arrivé. Vince a été emmené dans un entrepôt de Hunts Point, le quartier industriel du sud du Bronx, un endroit où personne n'entendait rien la nuit parce qu'il n'y avait personne pour entendre. Tristan est arrivé à 10 heures ce soir-là, seul, costume gris, chemise blanche, comme s'il se rendait à un dîner dans un restaurant de la 5e avenue, au lieu d'entrer dans un entrepôt où un traître était attaché à une chaise. Il s'est assis sur la chaise en face de Vince, à 3 pas, et posé les 2 mains sur ses cuisses et l'a regardé. Vince a beaucoup parlé, vite, de manière chaotique. Il a expliqué, justifié, supplié, a blâmé Caruso de l'avoir forcé, a blâmé les circonstances, a blâmé tout sauf lui-même. Tristan a écouté. Il n'a pas interrompu. Il n'a pas changé d'expression. Il a attendu que Vince ait tout dit. Quand Vince s'est finalement arrêté, à bout de souffle, la sueur coulant sur ses tempes, Tristan n'a dit qu'une seule phrase. « Tu savais que ma mère s'asseyait sur ce banc chaque après-midi et tu l'as quand même vendu. » Puis il s'est levé et boutonné à nouveau sa veste et est sorti de l'entrepôt. Frank est resté derrière. La porte en acier s'est refermée derrière Tristan et ce qui s'est passé à l'intérieur de cet entrepôt par la suite n'a jamais été répété car il n'y en avait pas besoin. Quant à Neil Pagano, l'homme qui avait échangé la vie de Dorothy contre de l'argent, il a été livré aux autorités avec un dossier de preuves si solide qu'il ne reverrait jamais la lumière de New York un homme libre. Le 3e homme armé, qui avait brièvement goûté à la liberté après avoir escaladé la clôture du jardin, a été intercepté par l'équipe de périmètre de Frank avant même de pouvoir atteindre le métro. Le lendemain matin, Tommy Caruso a reçu un message à son domicile de Staten Island. Pas une lettre, pas un appel téléphonique. C'était quelque chose laissé à sa porte d'entrée à une heure que personne ne pouvait identifier. Glissé devant 2 gardes et un système de caméra, enveloppé dans un tissu noir avec une simple carte de visite blanche attachée qui ne portait aucun nom. Caruso l'a déballé, a regardé et a compris que la guerre pour le territoire du sud de Manhattan était terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Le même jour, le meilleur vétérinaire de New York est venu au manoir Valente. Pas dans une clinique, mais directement à la maison, apportant équipements, médicaments et un assistant. Brutus a été examiné, sa blessure nettoyée, son épaule gauche suturée, des antibiotiques ont été commencés, et un cône en plastique transparent de la honte a été attaché autour de son cou. Le chien était couché sur un nouveau lit rembourré que quelqu'un avait placé au milieu du salon du premier étage, exactement là où il s'était battu la nuit précédente. Ses yeux étaient lourds à cause des analgésiques, mais sa queue remuait encore lorsque Dorothy a été amenée en fauteuil roulant à côté de lui
et a posé sa main sur sa tête. Frank se tenait dans le couloir, regardant la scène, puis s'est tourné vers Tristan, qui se tenait à côté de lui. Patron, je suis honnête, ce n'est qu'un chien. Tristan n'a pas regardé Frank. Il a regardé Brutus, a regardé sa mère caresser la tête du chien, a regardé le cône ridicule de la honte autour de cette tête ridée et ridicule. Il a sauvé ma mère 2 fois, a-t-il dit, sa voix égale, plate, sans haut ni bas. Combien de fois as-tu réussi ça? Frank n'a pas répondu, non pas parce que la question l'offensait, mais parce qu'il savait que ce n'était pas une question, c'était une réponse. Cet après-midi-là, Will a frappé à la porte de Dorothy. Dorothy était assise dans son lit, lisant, tandis que Brutus dormait sur le coussin par terre à côté d'elle. Le comte de la honte était incliné parce qu'il avait appuyé sa tête contre un côté. Will s'est assise sur la chaise près du lit, est restée silencieuse un moment, puis a dit la chose à laquelle elle pensait depuis la veille. « Je pense que je devrais partir, mère Dorothy. » Dorothy a posé son livre, a regardé Will. Elle n'a pas semblé surprise, comme si elle avait attendu cette phrase. « Partir où? » « Retourner dans le Bronx. Retourner à ma propre vie. Ce monde n'est pas ma place. La nuit dernière, des hommes sont entrés dans la maison avec des armes. La prochaine fois, il n'y aura peut-être personne pour les arrêter. » Dorothy n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé Will pendant un long moment, de la manière dont elle avait passé toute sa vie à regarder les gens, sachant qui disait la vérité, qui mentait, qui parlait par peur et qui parlait par conviction. Puis elle a tendu la main, a pris la main de Will de la même manière qu'elle l'avait tenue dans la salle de bain la nuit précédente et a dit « Personne n'appartient à un endroit, ma fille. Ma fille. Les gens choisissent seulement de rester. » Will a regardé la main de Dorothy posée sur la sienne, petite, ridée, mais stable, et elle s'est souvenue de la main de sa mère tenant la sienne pour la dernière fois à l'hôpital du comté 8 ans plus tôt. Elle n'a pas répondu, mais elle ne s'est pas levée non plus. Cette nuit-là, Will était assis seul sur le banc de pierre dans le jardin du manoir. Brutus était couché à ses pieds, le cône en plastique transparent de la honte toujours autour de son cou, sa tête géante et ridée à l'intérieur de l'entonnoir, l'air si ridicule que c'en était presque drôle. De temps en temps, il cognait le cône contre sa jambe parce que ça le démangeait et qu'il ne pouvait pas se gratter. Elle s'est penchée et l'a gratté doucement derrière l'oreille, juste là où Dorothy grattait toujours, et il a soufflé de satisfaction, même si le cône cognait contre son genou chaque fois qu'il bougeait. Le jardin du manoir la nuit était différent du jardin en plein jour. Il n'y avait pas de soleil tombant sur l'herbe, pas de Dorothy assise sur le banc de pierre racontant des histoires sur la Sicile. Il n'y avait que des lampes de jardin projetant une faible lueur dorée sur les érables qui avaient presque perdu toutes leurs feuilles, et le son lointain de la ville flottant par-dessus le mur entourant le domaine. Will n'a pas entendu les pas de Tristan jusqu'à ce qu'il se tienne déjà à 3 pas de là. Il avait marché sur l'herbe, pas sur la pierre, donc il n'y avait pas d'écho. Elle a levé les yeux et l'a vu là. Pas de veste, seulement une chemise blanche avec le col déboutonné, les mains vides, son visage dans l'ombre avec seulement son contour et la lumière du jardin, attrapant une pommette. Il n'a pas demandé s'il pouvait s'asseoir. Il s'est assis à côté d'elle, laissant juste assez d'espace pour ne pas se toucher, mais assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur venant de lui. Brutus a levé la tête et a regardé Tristan, son collier de protection incliné de travers, sa queue remuant 2 battements paresseux avant de rabaisser la tête, comme si la présence de Tristan était maintenant quelque chose d'ordinaire. Ils sont restés assis en silence pendant un moment, 1 minute, 2. Le son de la respiration régulière de Brutus était la seule chose entre eux. Puis Tristan a parlé, les yeux fixés droit devant sur le jardin, ne la regardant pas. « Je ne sais pas comment demander à quelqu'un de rester. Je ne sais que donner des ordres. J'ai passé toute ma vie à donner des ordres. Les gens restent parce que je leur dis de rester, ou parce qu'ils ont peur, ou parce que je les paye. » Il a fait une pause. « Mais je ne veux pas vous donner d'ordre. » Will l'a regardé et regardé le profil dur et sévère que tout New York craignait, assis à côté d'elle sur un banc de pierre dans le jardin, à côté d'un chien portant un cône en plastique, disant qu'il ne savait pas comment demander. Elle s'est souvenue de tout. La nuit dans le couloir où elle était agenouillée sur le sol à frotter et où il était passé sans un mot. Le matin où il avait dit « Asseyez-vous » au lieu de « S'il vous plaît, asseyez-vous ».
L'enveloppe d'argent qu'il avait poussée sur le bureau comme un ordre. L'avertissement « Vous devriez garder vos distances » qui était en réalité la seule façon qu'il connaissait de dire « Je tiens à vous ». Il ne connaissait pas d'autre langue. Personne ne lui en avait jamais appris une. Alors ne le faites pas, a-t-elle dit. Ne donnez pas d'ordre. Tristan s'est tourné et l'a regardé. Pour la première fois cette nuit-là, leurs regards se sont croisés. Et Will a vu dans ses yeux ce qu'elle avait entrevu auparavant, mais jamais aussi clairement. L'épuisement. Le genre qui ne vient pas du manque de sommeil, mais d'être seul trop longtemps. Alors, qu'est-ce que je suis censé dire? A-t-il demandé, sa voix basse, presque un murmure. Essayez de dire, s'il vous plaît. Silence long. Brutus a soufflé doucement. Le vent a agité les branches nues des érables au-dessus d'eux. Quelque part à l'intérieur du manoir, la lumière de la chambre de Dorothy s'est éteinte. Elle était allée dormir. La ville était toujours vivante, toujours en mouvement, toujours dangereuse. Mais ce jardin, à ce moment-là, était l'endroit le plus calme de New York. Puis Tristan a parlé très doucement. Si doucement qu'il était presque impossible de l'entendre, comme si le mot devait passer à travers 15 ans d'ordre, à travers le mur qu'il avait construit autour de lui depuis ses 22 ans, à travers chaque couche d'acier et d'obscurité avant de pouvoir sortir. S'il vous plaît. Will n'a pas répondu avec des mots. Elle est simplement restée où elle était et elle ne s'est pas levée. Et parfois, rester est la plus grande réponse qu'une personne puisse donner. Le lendemain matin, la lumière de novembre se déversait par les fenêtres du manoir, fine et d'un or pâle comme du miel mélangé à de l'eau. Dorothy était assise sur le banc de pierre dans le jardin, une couverture de laine sur ses genoux, ses cheveux argentés soigneusement brossés, ses yeux posés sur les érables qui perdaient leurs dernières feuilles. Brutus était couché à ses pieds, le cône de la honte déjà retiré parce qu'il n'arrêtait pas de le frotter contre sa jambe, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter et l'enlève malgré les instructions du médecin. Il était couché sur le côté, son épaule gauche enveloppée de bandages blancs, sa tête reposant sur sa jambe, les yeux mi-clos, sa queue remuant paresseusement lorsque le vent transportait l'odeur de l'herbe mouillée. Tristan est sorti par la porte arrière du manoir dans un costume bleu foncé et une chemise blanche, prêt pour une journée de travail sur la 5e avenue. Il a traversé le jardin, s'est arrêté à côté de sa mère, s'est penché et lui a embrassé le front sans un mot, l'a juste embrassé et s'est redressé. Dorothy lui a tapoté la main une fois, la même tape qu'elle lui donnait depuis qu'il était enfant, celle qui disait « Vas-y mon fils », sans qu'elle ait besoin d'ouvrir la bouche. Puis Tristan a levé la tête, a regardé le balcon du cottage des invités. Will se tenait là, un café à la main, les cheveux lâchés, la lumière du petit matin sur ses épaules. Elle a baissé les yeux et l'a vu la regarder. Il n'a pas fait de signe de la main, n'a pas hoché la tête, n'a pas souri. Il a seulement regardé, comme toujours, mais il a regardé plus longtemps que nécessaire. Et cette fois, Will ne s'est pas détourné, n'a pas baissé le visage, n'a pas fait semblant de ne pas remarquer. Elle a souri. La première, avant lui. Un sourire petit, doux, presque invisible depuis le jardin en contrebas. Mais Tristan l'a vu parce qu'il regardait exactement où il devait regarder. Et il regardait toujours au bon endroit quand cela avait un rapport avec elle. Le manoir était calme, la lumière du matin était douce, et la jeune fille ne frottait plus les sols de quelqu'un d'autre dans le noir. Le chien ridé et laid dont personne n'avait voulu allier 3 personnes seules. Il ne pouvait pas parler les mots des humains. Il ne savait pas comment appeler les services d'urgence. Il ne comprenait pas le monde souterrain, ni le pouvoir, ni l'argent. Il ne connaissait que la loyauté. Et parfois, la loyauté est la seule chose qui nous sauve. Cette histoire a peut-être touché un coin caché de votre cœur, car au fond, tout le monde s'est déjà senti seul. Tout le monde a eu besoin que quelqu'un reste, et tout le monde a souhaité avoir un Brutus à ses côtés pendant les nuits les plus longues. La vie ne nous offre pas toujours des choix faciles, mais elle nous donne toujours la chance d'aimer et d'être aimé si nous sommes assez courageux pour ouvrir notre cœur. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour pouvoir entendre chaque jour plus d'histoires qui touchent le cœur. Nous aimerions vraiment savoir ce que vous en pensez. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Vous a-t-elle rappelé quelqu'un dans votre vie réelle? Y a-t-il eu un moment qui vous a fait pleurer ou sourire?
S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous, car chaque commentaire que vous écrivez nous donne la motivation de continuer à créer des histoires avec encore plus de sens. Nous vous remercions sincèrement d'avoir passé votre temps avec nous jusqu'à ces derniers instants. Nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, une bonne santé, une vie joyeuse et des jours paisibles et doux. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.